Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Baptiste Foss, Serre France, chargé de mission, chargé d'études. Je vais donc, pendant ces 20 minutes qui viennent, vous parler d'un sujet d'actualité, hein, l'envolée des prix sur les grandes cultures, avec la question qui se pose de savoir effectivement est-ce un phénomène structurel ou conjoncturel. Alors, avant tout, on va planter le décor un peu plus précisément. Quand on parle d'envoler des prix des grandes cultures, quels sont concrètement les faits sur ce point de vue-là? Eh bien, on a effectivement une flambée des prix qui est variable en fonction des cultures, mais qui va de plus 20% à plus près de 80% pour le colza, hein, en passant par le blé tendre qui augmente de 41%. Le blé tendre donc là ce sont des chiffres à la mi-novembre, qui a même atteint des records plus importants puisque le blé tendre en Rouen notamment a dépassé les 300 € tonnes sur la dernière semaine de novembre, un niveau que cette céréale n'avait pas atteint depuis 2008. Le colza, lui, avec une hausse record de 78%, a même dépassé les 700 € tonnes le 23 novembre dernier. Donc voilà, une flambée particulièrement importante avec une volatilité très très forte, notamment sur cette culture d'un jour à l'autre, par rapport à un ensemble d'éléments conjoncturels et d'informations qui passent au jour le jour, avec également le contexte Covid qui souffle le chaud et le froid sur cette culture. Voilà. Donc, une flambée des prix généralisée, le soja qui, lui, est peut-être un peu moins concerné, mais quand même avec une hausse qui tourne autour des 20%. Et les orges fourragères 33% et les orges brassicoles près de 70% d'augmentation. Le maïs, lui, est un peu entre les deux avec une progression de 30% sur le rendu Bordeaux. Voilà, donc voilà, très concrètement, ces chiffres illustrent vraiment très clairement cette flambée des prix. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles en sont les raisons? Alors, sur les céréales, ce qu'on constate de façon globale, c'est une hausse de la production sur 3 ans, qu'on retrouve sur ce graphique, hein, la courbe bleue qui montre l'augmentation de la production depuis le niveau bas de 2018, de la campagne 2018-2019. Et en parallèle de cela, une forte demande qui limite les stocks. Donc cette demande, c'est la courbe bleue, la courbe rouge, pardon, qui montre qu'on est effectivement sur une consommation mondiale qui est supérieure à la production mondiale sur les 3 dernières campagnes, et qui, je dirais, sur la campagne en cours, est plutôt estimée proche de l'équilibre, hein, par rapport aux prévisions qui évoluent, je dirais, régulièrement, mais où on constate effectivement un niveau de consommation très, très dynamique et qui avoisine le niveau de production. Donc, on voit les histogrammes gris qui nous montrent les stocks de fin de campagne qui ont eu tendance, je dirais même depuis la campagne 2016-2017, à reculer de façon régulière, avec, je dirais, un plateau qu'on constaterait là, a priori sur 2021-2022 par rapport à la campagne précédente. Voilà. Donc, une consommation mondiale qui est très importante. Pour illustrer cela également, on peut donner 2 chiffres, hein, celui de la production mondiale de blé, 777 millions de tonnes. C'est un niveau record sur la campagne 2021-2022 qui est attendu. De même que pour le maïs grain, où on est sur 1212 millions de tonnes. Hein. Le maïs grain, c'est la première céréale au monde, hein, en termes de production, même si elle prend moins de place dans notre pays, dans l'Union européenne, que le blé, mais globalement, c'est effectivement le maïs grain qui est la principale céréale. Au total, la production céréale est estimée pour la campagne à 2287 millions de tonnes, avec donc une consommation mondiale estimée proche de cela, un petit peu plus, à 2290 millions de tonnes. Donc un solde qui serait légèrement négatif de 2 millions de tonnes, mais qui fait suite à plusieurs campagnes de suite de baisse des stocks. Voilà. Donc des tensions sur ces marchés-là liées à une dynamique de la demande. Alors si on regarde plus précisément au niveau des céréales,
Toujours les éléments principaux déjà au niveau de la production, c'est qu'on a, même si je vous ai évoqué une production mondiale de céréales et notamment de blé record, on a des disparités très fortes en fonction des origines des pays producteurs et notamment l'élément majeur qu'il faut aussi préciser ici et qui crée des tensions, c'est qu'on a un recul de la production de blé chez 3 des principaux pays exportateurs, que sont la Russie, le Canada et les États-Unis. La Russie qui voit sa production effectivement reculer de 14 millions de tonnes. Hein, c'est une production qui est autour de 35 millions de tonnes au total et qui se trouve au coude à coude, je dirais, avec l'Union européenne. La Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé sur les dernières années. Elle pourrait être dépassée par l'Union européenne cette année de par cette mauvaise récolte. Mais voilà, la Russie étant le premier exportateur mondial, elle a moins de disponibilité, donc effectivement, ça crée aussi des tensions sur les marchés. Le Canada, lui, a connu avec les États-Unis des vagues de chaleur très, très importantes sur l'été dernier, qui a provoqué un recul de 13 millions de tonnes pour le Canada. C'est 40% de baisse de la production de blé en 2021 pour ce pays. Donc c'est considérable, sachant que ce pays est le 4e exportateur de blé mondial sur les années précédentes. Donc une incidence aussi assez forte sur les équilibres de marché cette année. Voilà. Les USA, les États-Unis également une baisse alors moindre, mais tout de même de 10% de la production avec une baisse de 5 millions de tonnes. Les États-Unis, c'est le 3e exportateur mondial, donc également effectivement un acteur majeur sur le marché des céréales et notamment du blé. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on peut aussi mettre en avant, c'est la demande mondiale de céréales qui est dopée par la Chine, ce qui est un fait assez nouveau, je dirais, depuis 2 campagnes, puisque elle est sur une estimation de 20 millions de tonnes d'importation en moyenne, et que cette année, ces importations approcheraient les 50 millions de tonnes, donc plus du double de ce qu'elle fait d'habitude. Donc effectivement, ça crée aussi un appel d'air sur les marchés qui crée également des tensions. Il faut savoir qu'en Chine, même sur la campagne précédente, ces importations de céréales avaient atteint même 61 millions de tonnes. Donc contre une moyenne de, comme je vous le disais, 20 millions de tonnes sur les 5 campagnes précédentes. Donc voilà, une hausse qui est principalement à mettre au compte des importants volumes de maïs que la Chine importe depuis le début de cette campagne et sur la campagne précédente, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on constate une reconstitution progressive des élevages porcins en Chine après l'épisodie de peste porcine africaine qui avait fortement affecté la production porcine dans ce pays sur les années précédentes. Également l'amélioration des relations commerciales avec les États-Unis. Hein. Là, on est plus sur la géopolitique, mais concrètement, même si les tensions géopolitiques perdurent clairement aujourd'hui, d'un point de vue commercial, ça s'est un peu détendu. Et également une production intérieure au niveau de la Chine stagnante, qui du coup impacte globalement le niveau d'importation de la Chine en termes de céréales. Voilà. Donc, une baisse de production, une demande mondiale au niveau de la Chine qui est très importante notamment, mais on pourrait aussi citer les pays d'Afrique du Nord qui sont très présents sur les marchés, en partie probablement aussi pour constituer des stocks ou reconstituer des stocks. Donc voilà, ça crée effectivement des tensions conséquentes. Autre élément, je vous ai parlé de la Russie tout à l'heure, et bien la Russie, face à cette chute très importante de sa production de céréales et de blé principalement cette année, a mis en place des taxes à l'exportation pour préserver son marché intérieur. Hein. Donc ça crée effectivement également des tensions. Autre élément majeur sur cette campagne, et je dirais on va dire depuis le début de l'année, c'est la hausse des cours du pétrole, hein, qui dope fortement la production d'éthanol. Donc derrière la demande en maïs, hein, puisque l'éthanol c'est principalement le maïs qui est utilisé, dans une moindre mesure le blé, vraiment une
mesure bien plus faible, mais c'est principalement effectivement la production de maïs et les besoins en maïs pour du bioéthanol qui tirent sur les marchés. Voilà. Et l'autre élément que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais qui est un point important aussi, c'est la constitution de stocks par certains pays. Certains pays qui souhaitent aussi, suite notamment à la crise sanitaire, à la pandémie Covid-19 qu'on connaît depuis un certain temps, les problèmes logistiques qui s'étaient posés à un moment donné aussi, qui avaient été, logistique qui avait été désorganisée par la pandémie, eh bien, certains pays sont sur une démarche de constituer des stocks peut-être plus importants pour mieux se préparer aux fluctuations de marché, d'une part, et pour mieux se préparer justement notamment à d'éventuels problèmes de logistique. Voilà. Donc ça joue également à ce niveau-là. Au niveau des oléagineux, les raisons de l'envolée, elles sont de plusieurs niveaux. La première, c'est une production mondiale en colza qui est en très fort recul, puisqu'on a une chute de près de 25% de la production de canola au Canada. Le canola qui effectivement représente près de 30% de la production mondiale de colza. Donc c'est considérable, le canola au Canada. Et donc, sachant que le Canada est le premier exportateur historique de colza au travers de cette production de canola, eh bien, ça pèse fortement, très très fortement sur les marchés. Et le Canada, du coup, cède sa place à l'Europe, à l'Union européenne, sur la campagne en cours en termes de niveau d'exportation. Mais globalement, les volumes sont moindres, effectivement, donc ça crée des tensions importantes. L'autre élément, c'est la hausse du prix de l'énergie, qui crée une forte demande en huile pour le débouché des biocarburants, plus précisément le biodiesel, qui utilise une part importante d'huile de colza. Même si au jour d'aujourd'hui, on a une petite baisse sur les cours du pétrole, notamment du fait de la mise sur le marché d'une partie des stocks stratégiques des États-Unis, et puis la crise Covid-19 qui reprend un petit peu du poil de la bête tout de suite et qui fait craindre un ralentissement de l'économie. Donc on est malgré tout sur une tendance où on a effectivement une hausse du prix de l'énergie qui joue sur le marché des oléagineux et en particulier du colza, mais aussi du soja. Et de l'huile de palme, puisque l'huile de palme rentre en partie aussi dans la production de biodiesel. On a en parallèle une demande croissante en huile pour l'alimentation humaine, donc avec des bonnes marges au niveau de la trituration pour les triturateurs, donc ça soutient également l'activité. Une demande en tourteau qui reste aussi dynamique, avec également notamment la Chine qui tire pas mal sur les importations de soja. La Chine, c'est près de 60% des exportations de soja au niveau mondial, donc c'est considérable. Et avec l'accroissement de la demande en soja de la Chine, du fait toujours de la reconstitution de son cheptel porcin, je vous ai parlé tout à l'heure du maïs, mais également sur le soja, eh bien ça tire sur les marchés. Alors, quelle perspective, une fois qu'on a fait ce constat-là, quelles sont les grandes tendances en termes de perspective de production? Tout d'abord, sur les années à venir. Donc là, on se place vraiment sur plutôt les 10 prochaines années, sur du plus long terme. Les grandes tendances à ce niveau-là, c'est une poursuite probable de la progression de la production mondiale de céréales et d'oléagineux. On est sur une courbe ascendante d'année en année. Mais par contre, les experts sont assez d'accord sur le fait de dire que sur les 10 prochaines années, on aura une croissance qui sera plus modérée que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Quelles en sont les raisons? Eh bien, tout d'abord, c'est qu'on a une disponibilité au niveau des surfaces cultivées qui va être plus limitée, qui commence à être plus limitée par rapport à la décennie précédente et qui du coup va jouer, je dirais, sur les possibilités de développement. Elle sera limitée par la quantité restreinte des terres disponibles, du fait également de préoccupations environnementales croissantes. La quantité de terres disponibles sera plus limitée par rapport à des contraintes plus fortes d'un point de vue environnemental qui risquent d'être imposées par rapport à la conversion de forêts aussi ou de prairies en terres arables, l'urbanisation en cours qui concurrence l'agriculture,
et qui font que à ce niveau-là, on devrait avoir une croissance moins importante des surfaces. Également une hausse plus limitée des rendements, qui sera très probablement à constater, aussi du fait que sur les aspects d'évolution technologique, on devrait avoir moins d'impact à ce niveau-là que sur la décennie précédente. Voilà. Donc voilà pour ces éléments-là. Ensuite, les perspectives de consommation. On a parlé des perspectives de production. Les perspectives de consommation, finalement, par rapport à ce qu'il y a en perspective, c'est plutôt également un ralentissement de la demande, donc une progression moins forte de la consommation mondiale, même si elle va continuer à croître, mais avec un rythme moins important, du fait d'une part du ralentissement de la hausse de la demande en alimentation animale. Je n'ai pas dit là un arrêt de la demande, de la hausse de la demande, mais en tout cas un ralentissement qui va certainement peser sur les années à venir. On peut évoquer notamment le cas de la Chine, hein, qui est un acteur prépondérant, où on estime que la croissance de la demande de la Chine pour l'alimentation animale devrait considérablement ralentir. D'une part par rapport à l'effet de l'amélioration de l'efficacité alimentaire et des actions qui sont engagées par le pays pour abaisser la part des tourteaux protéiques dans les rations alimentaires, et qui vont du coup jouer, et également par rapport à une croissance, une évolution de la production mondiale de porc et de volailles qui devrait être moins importante que celle qu'on a connue sur les années passées. Voilà. Donc ce sont des critères importants qui font que globalement la demande en alimentation animale ne devrait pas progresser aussi rapidement dans les années à venir. Autre élément, c'est une stabilisation probable de la demande en céréales pour les biocarburants. Alors, ce qui peut surprendre, mais dans les perspectives, ce qui est vu, c'est qu'on devrait avoir plutôt un ralentissement à ce niveau-là, pour un certain nombre de raisons, et notamment les politiques publiques qui, alors là on parle en fait de biocarburants de première génération, qui sont un petit peu, j'aurais envie de dire, dans le collimateur des politiques publiques, notamment au niveau de l'Union européenne, puisque l'Union européenne s'est fixé des objectifs très ambitieux de neutralité carbone, et elle est plutôt à miser notamment sur d'autres énergies éventuellement, mais aussi sur les biocarburants de deuxième génération qui ne feront pas appel directement à des productions, des productions alimentaires, mais des résidus agricoles notamment. Donc ça, c'est pas encore industrialisé, mais c'est en cours de développement. Voilà. Donc voilà, un effet notamment des politiques publiques à ce niveau-là. Et ensuite, un niveau de saturation de la consommation directe par habitant dans de nombreux pays, avec également une croissance de la démographie qui devrait être plus modérée et qui devrait limiter du coup la hausse de la consommation. Donc, je dirais en conclusion un peu de ces éléments-là, dans les grandes lignes et avec le peu de temps qui nous est imparti, je dirais on peut conclure qu'il n'y a pas de perspective de pénurie structurelle à craindre dans les années à venir, sauf bien évidemment emballement climatique éventuel, hein, mais la tendance elle est plutôt celle-là. Après on peut se tromper par rapport à d'autres phénomènes éventuels, mais globalement ça ne semble pas être le cas. Il faut voir que pour l'anecdote, l'OCDE et la FAO avaient prévu en 2018 que dans la décennie qui allait suivre, il n'y aurait pas de flambée des prix des matières premières agricoles. Voilà. Donc, dont acte par rapport à ce qui se passe tout de suite. Donc, on voit bien qu'on peut rapidement arriver à des conclusions qui peuvent être à côté de la plaque. Pour autant, là, en tout cas, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, on estime qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie structurelle à craindre dans les années à venir. Par contre, il y a une certitude qui était déjà vraie hier et qui sera encore peut-être plus vraie demain, c'est que il y a de nombreux facteurs d'instabilité qui maintiendront une forte volatilité des prix sur l'ensemble des marchés, très clairement. Et donc, si on regarde un petit peu justement quels sont les facteurs d'instabilité qui pourraient jouer, alors sur du court terme, sur une période plus ou moins importante, il y a bien sûr l'évolution des prix de l'énergie qu'on a évoqué et qui peut avoir une incidence malgré tout sur les cours de certaines matières premières. La financiarisation croissante des marchés des produits agricoles qui accentue, je dirais, les effets à la hausse ou à la baisse des prix des matières premières,
agricoles. Les incidents climatiques sur les différentes productions qui ponctuellement peuvent effectivement, dans certaines zones du monde, créer des baisses de production très conséquentes. On l'a vu un peu là déjà, notamment sur le Canada cet été et les États-Unis avec les problèmes climatiques qu'ils ont rencontrés. Les tensions géopolitiques qui peuvent aussi jouer. On voit qu'aujourd'hui, entre Chine et États-Unis, en tout cas d'un point de vue commercial, c'est moins d'actualité. Mais voilà, les tensions géopolitiques peuvent déséquilibrer les marchés, peuvent changer la donne sur certains points. Donc c'est un élément aussi à prendre en compte. La situation économique mondiale, bien évidemment, en fonction du niveau de croissance mondiale qu'on peut avoir, ça peut jouer également sur une certaine instabilité des marchés. Les besoins de la Chine, importateur de premier plan, c'est vrai que notamment parfois on voit bien que les experts ont un peu du mal à donner des éléments certains sur les niveaux de stock, par exemple, que la Chine a sur telle ou telle matière première agricole. Donc ça, ce sont des éléments aussi qui peuvent jouer à un certain moment. Et la Chine pèse très lourdement sur les marchés agricoles, et donc en fonction de ses besoins, si à un moment donné ça ralentit, ça peut jouer aussi en termes de facteurs d'instabilité. Et puis un autre élément aussi, c'est la part croissante des pays de la mer Noire dans les échanges mondiaux, qui sont plutôt des pays où on a des niveaux de production qui sont plus irréguliers. Donc on peut avoir des trous d'air si effectivement il y a une catastrophe une année en termes de production. Donc ça, effectivement, ces pays-là pèsent lourd. Je vous ai parlé de la Russie, notamment, premier exportateur mondial de blé sur les dernières années. Voilà, un accident climatique en Russie, une baisse de production peut rapidement jouer sur les marchés de façon importante. Voilà. Alors, je n'ai pas mis en avant, mais voilà, il y a aussi dans les facteurs d'instabilité, bien évidemment, des facteurs sanitaires, la pandémie, et on voit bien que là, tout de suite, avec ce sujet-là qui revient un peu au devant de la scène au niveau mondial, ça peut aussi être un facteur d'instabilité par moment. Et on l'a vu clairement sur les marchés, même là, sur les derniers jours, où ça a pu créer des fluctuations des cours des matières premières agricoles. Alors en synthèse, par rapport à l'ensemble de ces éléments, eh bien la pandémie n'a qu'un effet limité et passager sur les marchés agricoles. Ça, c'est une première chose, même si elle en a eu très clairement, notamment sur des aspects logistiques. Mais on peut dire que ça n'a pas été un facteur très fort sur les marchés. Je ne l'ai pas évoqué tant que ça dans les éléments que j'ai évoqués. L'autre élément, c'est que certaines productions, effectivement, peuvent traverser des périodes de crise, mais qu'on voit bien qu'il y a aussi des marchés qui, à un moment donné, réagissent par rapport à certains éléments. On voit que là, notamment sur l'alimentation animale, les tensions sur le blé font que les fabricants d'aliments vont se tourner davantage vers du maïs, qui est un peu plus disponible tout de suite sur les marchés. Donc voilà, il y a ces effets-là aussi qui peuvent jouer et qui peuvent permettre de réguler les marchés. Et puis, je dirais un constat plus général, et là, je me place plus au niveau d'un producteur de céréales aujourd'hui ou de l'élagineux, c'est que face à la volatilité croissante des marchés, face à tous ces facteurs d'instabilité que j'ai évoqués, bien évidemment, il est nécessaire de s'adapter, de ne pas perdre son sang-froid quand effectivement on a des éléments de frénésie un petit peu qui sont pris par les marchés, accentués aussi par la financiarisation que j'ai évoquée. Voilà, faire preuve de sang-froid pour gérer ce risque marché, pour gérer le risque climatique, en adoptant une stratégie de diversification minimum, en gérant leur commercialisation par rapport à leur prix de revient, élément important à rappeler, et en ne modifiant pas forcément leur stratégie de façon brutale au moindre trou d'air sur une production. Voilà, une certaine constance aussi dans les choix stratégiques de chacun de nos agriculteurs.